Bienvenue sur le podcast L'heure du Caire pour ce nouvel épisode de podcast, que tu le regardes en vidéo sur YouTube ou en audio sur tes plateformes d'écoute. Je te souhaite la bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, c'est un sujet que je n'ai pas abordé publiquement depuis super longtemps, mais en fait, je l'aborde très régulièrement avec mes élèves du campus Customer Care. On va parler de la peur qui bloque toute évolution vers nos objectifs. Et je sais, je sais que tu connais ça, je connais ça, beaucoup de gens connaissent ça, et c'est quand même assez embêtant, hein, d'avoir des envies, d'avoir des projets, plein de choses qu'on a envie de faire, mais de se sentir bloqué et de ne pas pouvoir évoluer. Donc ces craintes et ces blocages, se manifestent souvent par la procrastination, par de l'évitement, par un changement de priorité. Tout d'un coup, faire ton ménage, c'est 15 fois plus prioritaire que ce projet-là. Enfin voilà, ça peut se manifester de plein de façons différentes, mais dans tous les cas, le résultat c'est le même, c'est que tu n'avances pas vers ces objectifs, tu ne lances pas ces projets que tu as envie de lancer, etc. Donc ces craintes et ces blocages peuvent surgir aussi pour une multitude de choses. Ça peut être pour avoir un enfant, pour faire une reconversion professionnelle, pour lancer une activité indépendante, pour déménager. En fait, chaque gros changement qu'on désire, ou parfois qu'on ne désire pas, n'est qu'une raison de plus pour notre cerveau de nous freiner. Car le changement, notre cerveau, il n'aime pas ça. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de la peur d'entreprendre, plus spécifiquement, et de lancer une activité indépendante, vu que c'est mon domaine et que c'est celui que je connais le mieux, et que j'accompagne justement des femmes à se lancer en freelance depuis 2021. Mais je veux que tu gardes en tête que les mécanismes dont on va parler dans cet épisode, ainsi que les solutions, peuvent s'appliquer à quasiment toutes tes peurs, tous tes blocages, peu importe le changement, l'objectif ou l'évolution concernée. Ok? Alors pour commencer déjà, pourquoi notre cerveau est parfois notre pire ennemi? Parce que le cerveau, il est fait pour réduire l'incertitude. Quand un objectif ou un changement apparaît, il ne le lit pas d'abord comme une opportunité. Il se dit pas en premier, ouais, super, cool, j'y vais. Mais souvent, il le voit comme une situation inconnue à évaluer et donc potentiellement risquée. Notre cerveau, il est programmé pour nous maintenir en vie. Il est quasiment constamment en mode survie. Et donc le changement active souvent des mécanismes de protection liés à ça, liés à la survie. L'inconnu augmente la vigilance et le cerveau préfère parfois surréagir plutôt que de sous-estimer un danger possible. C'est pour ça qu'on peut ressentir du stress, du doute, de l'évitement ou de la procrastination, comme je te le disais, même quand le projet nous tient à cœur. La peur se renforce aussi quand l'enjeu touche à notre identité, à l'image qu'on a de nous-mêmes ou à notre sécurité matérielle aussi. Dans le cas de l'entrepreneuriat, les freins les plus fréquents sont clairement la peur de l'échec, hein, les pertes financières perçues et l'absence de filet de sécurité. Les travaux sur le changement comportemental montrent que le cerveau combine en permanence détection du danger, régulation émotionnelle et évaluation de la sécurité. Quand une situation elle est nouvelle, l'incertitude réduit le sentiment de contrôle, ce qui augmente l'anxiété et pousse à l'évitement. Autrement dit, ton blocage, c'est pas juste un manque de volonté, hein, parce que ça reflète souvent un conflit entre la partie de ton cerveau qui veut te protéger et celle qui veut explorer et évoluer. Plus une personne a vécu de déception aussi, ou de stress, ou d'instabilité, ou de trauma, plus ce système de protection peut se déclencher. Donc tu vois, moi j'aime bien prendre en compte la science et les études pour, quasiment tout dans ma vie, même les choses qu'on pense totalement, émotionnelles ou impalpables, comme là, le fait d'être bloqué, heu, pour des objectifs ou pour lancer des projets. C'est expliqué par la science et la science nous donne aussi quelques pistes, mais je vais te donner les miennes, qui sont pas du tout prouvées par la science, mais qui fonctionnent pour moi. D'abord, j'aimerais te parler des études scientifiques sur la peur d'entreprendre, parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse ici dans un premier temps. Donc les enquêtes sur l'entrepreneuriat en France montrent que la peur du risque est massive. 66% des Français disent que la peur de l'échec freine leur envie d'entreprendre, et cette peur s'accompagne souvent d'une crainte financière et d'un besoin de sécurité forte.
avec un niveau encore plus élevé chez les 18-30 ans. Pourtant, je me serais dit que ce serait l'inverse. Et chez les femmes. Ça confirme en fait que le blocage naît souvent d'une anticipation négative du futur et non d'un manque d'envie. Les recherches sur le changement comportemental soulignent aussi que l'auto-efficacité, donc la croyance qu'on peut réussir une action, est un facteur central pour franchir le cap. Et quand cette croyance est faible, quand on n'a pas confiance en nous, en gros, le cerveau interprète plus facilement l'effort comme une menace plutôt que comme un défi. Donc pour avoir une vue d'ensemble encore plus précise sur l'état d'esprit en France de l'entrepreneuriat, voici d'autres données. Dans l'étude Axtom IFOP, 79% des personnes interrogées redoutent d'engager leur patrimoine personnel. Ça, j'avoue, ça fait peur. 78% craignent les conséquences financières et 68% sont freinés par l'absence de filet de sécurité en cas d'arrêt d'activité. C'est vrai que nous, on n'a pas le droit au chômage. L'étude souligne aussi que 90% des répondants veulent un retour au salariat sécurisé en cas d'échec, ce qui montre que le besoin de sécurité structurelle compte autant que la motivation individuelle. Et donc, il y a plusieurs mécanismes psychologiques qui s'enclenchent par rapport à ton envie d'entreprendre et qui peuvent peut-être te freiner. Il y a l'intolérance à l'incertitude, quand le cerveau supporte mal de ne pas savoir exactement ce qui va arriver. Le biais de perte, quand on ressent plus fortement ce qu'on pourrait perdre plutôt que ce qu'on pourrait gagner. La mémoire émotionnelle. Encore une fois, quand une expérience passée difficile nous force à anticiper que la même chose va se produire. L'évitement et la procrastination. Quand l'inaction soulage l'anxiété à court terme, mais entretient le blocage à long terme. Et la faible auto-efficacité, c'est-à-dire quand on doute de notre propre capacité à réussir à faire les actions qu'il faut. Donc la peur face au changement, elle est souvent une réaction normale du cerveau face à l'incertitude amplifiée par l'histoire personnelle, le besoin de contrôle et la perception du risque. Et le vrai enjeu, c'est pas d'éteindre la peur, ok, mais de la rendre suffisamment supportable pour que l'action devienne possible. Donc déjà, j'espère que cette première partie te fait déculpabiliser, d'accord? De parfois procrastiner, d'avoir des peurs ou des blocages, parce que en fait, c'est un système de protection automatique qui est intégré à ton cerveau dès la naissance et qui est compliqué à maîtriser pour nous, d'accord? Mais on va voir comment on peut essayer de le contourner, justement, comme je viens de le dire, de ne pas éliminer la peur, parce que c'est compliqué, et puis c'est même quasiment impossible, mais de la rendre supportable, pour qu'on puisse passer à l'action justement. Je vais commencer par les méthodes validées par la science pour surmonter ces fameuses peurs. Je finirai avec mes petits hacks personnels. Donc les approches les plus crédibles, les plus éprouvées scientifiquement, on va dire, avec ce que la recherche suggère. La première chose, c'est l'exposition graduelle. Donc au lieu de viser un grand saut direct, on avance par petits pas concrets, ce qui réduit l'anxiété liée à l'inconnu et permet d'apprendre en même temps sans se sentir submergé. Ok? Exemple, pour devenir Customer Care Manager, tu vas pas te dire, ok, je viens d'avoir l'idée, allez hop, je viens dans le campus Customer Care de Dorian et je fais le grand saut direct. Non, c'est rare. La plupart des personnes, ce qu'elles font, c'est que d'abord, elles vont écouter les épisodes de podcast et les articles, elles vont s'amuser à aller voir les avis négatifs et s'entraîner à y répondre comme ça de leur côté pour voir un petit peu leurs compétences et comment elles pourraient faire. Et il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de risque, elles le font pas pour de vrais clients, etc. Et donc petit à petit, tu peux tester un milieu comme ça et observer tes compétences. Le renforcement de l'auto-efficacité. Donc plus on pense qu'on peut agir efficacement, plus on va persévérer face aux difficultés. Ok? Donc les travaux sur le changement comportemental montrent que la motivation et l'auto-efficacité sont des prédicteurs ultra importants de la réussite. Donc testez d'abord sans engagement de nos compétences. Exemple, tu veux ouvrir une pâtisserie. Tu commences par faire des gâteaux chez toi, que tu vends à ton entourage, à tes voisins, ou tu peux même participer à des salons et les vendre juste sur une journée. Et récolter les premiers retours clients, améliorer avec les retours, et ça permet d'avoir une exposition graduelle et de renforcer le sentiment d'auto-efficacité en même temps. Et de tester l'activité et de faire plein de choses.
L'accompagnement externe, donc les enquêtes sur l'entrepreneuriat montrent aussi que l'accompagnement juridique, administratif, financier et réseau est perçu comme décisif pour franchir ce cap. And that's why I'm here pour les personnes qui veulent se lancer comme Customer Care Manager freelance, bien sûr, mais il y a plein d'autres accompagnements qui existent selon le projet et l'objectif que tu veux atteindre. Certains coachs d'ailleurs sont spécialisés en changement de vie de façon générale et peuvent t'accompagner aussi pour un projet entrepreneurial. Ensuite, on a la verbalisation des émotions. Donc la procrastination et l'évitement sont souvent liés à une mauvaise régulation émotionnelle. D'accord? Une régulation émotionnelle très compliquée à gérer pour toi. Et encore une fois, c'est pas du tout un manque de volonté. Nommer l'émotion ou nommer les émotions, ce qu'on ressent et l'impact que ça a sur notre vie, ça aide à réduire la réaction de menace. Et pour cela, le journaling, ça ne peut être que ton meilleur allié. Personnellement, j'ai 1, 2, 3, au moins 4, 5 carnets journaux autour de moi et j'y écris. Il y en a certains, c'est pour les pensées positives, il y en a certains, c'est pour vraiment documenter un peu ce que je fais niveau business. Il y en a d'autres, c'est pour traquer un peu, l'évolution, bref. J'écris plein de trucs. Et chaque jour, tu peux tout simplement prendre un carnet et écrire ce que tu ressens, ce qui te fait peur, même tes petites victoires, et cetera. Mais vraiment, le fait de les concrétiser en dehors de ton cerveau, ça aide à les rendre, plus petites, en fait. L'autocompassion, hein, le self-care plutôt que, l'auto-attaque. Les recherches sur la procrastination montrent aussi que la honte et la culpabilité entretiennent l'évitement, alors qu'une posture bienveillante à notre égard aide à repartir dans l'action. Vraiment, arrête de te juger trop fort, d'être trop exigeante envers toi-même. Fais de ton mieux, ok? Ton mieux n'est pas le même mieux chaque jour, c'est normal, et c'est suffisant, d'accord? Ton mieux est suffisant. Donc ça, ce sont les méthodes validées par la science, ok? Moi, je vais t'apporter les miennes, absolument pas valides scientifiquement, mais qui fonctionnent pour moi et pour pas mal de personnes à qui je les ai partagées quand même. La première chose, ça va être ce que je peux appeler le jeu de rôle. Et il y a 2 façons de le faire. Le premier, c'est que tu peux choisir ton personnage de fiction préféré, que ce soit un jeu vidéo, dans un livre, une série, peu importe. Moi, c'est Lara Croft, pour te donner un exemple. Donc quand j'ai peur d'un truc, je me dis souvent: «Qu'est-ce que Lara Croft ferait?» Et bon, tu t'imagines bien qu'avec un exemple comme Lara Croft, j'ai pas trop le choix de passer à l'action, en fait. Et donc, si jamais cet exemple de choisir un personnage de fiction n'est pas pertinent pour toi parce que, je sais pas moi, ton personnage préféré c'est Suzanne dans Desperate Housewives, alors imagine la version de toi que tu rêves de devenir. OK, ça je le fais aussi, j'aime bien. Comment tu aimerais être dans 3 ans? Quelle est ta posture? Quel est ton comportement? Quelles actions tu réalises chaque jour? Comment tu t'habilles? Et agis comme cette personne que tu veux être, que tu t'imagines. Mets-toi dans sa peau. Et au final, c'est hyper facile à faire parce que c'est toi, cette personne. C'est juste toi qui a déjà évolué. D'accord? Mets-toi dans la peau de la toi du futur que tu désires être. Et c'est exactement pour ça que moi j'ai instauré plein de petits changements dans ma vie, dans ma garde-robe, dans mes routines, etc. Parce que je veux atteindre plus vite cette personne que je désire être. Mais ça fera le sujet d'un autre épisode. Il y a autre chose qui fonctionne pour moi, mais attention, je mets un gros trigger warning. Gros trigger warning. Chez d'autres personnes, peut-être toi, ça peut les bloquer totalement. J'ai déjà eu ces conversations en disant: «Mais moi, ce sujet, c'est un booster de dingue» et il y a d'autres personnes qui me disent: «Ah mais non, moi, ça me bloque. Moi, de penser à ça, c'est juste, phobie totale». Alors, tu peux avancer de 5 minutes si t'as peur, si tu te dis: «Mais de quoi elle va me parler?» Si t'es quelqu'un de sensible face à certains sujets de la vie, j'essaye de dire sans spoiler, mais voilà, avance de 5 minutes l'épisode, sinon reste avec moi. D'ailleurs, tu pourras me dire vraiment ce que ça provoque chez toi en commentaire, sous l'épisode de podcast ou, sur la chaîne YouTube. La chose qui fonctionne pour moi, c'est de penser à la mort. Super, c'est très joyeux. Je suis radicale, hein, mais bon, voilà, il y a pas de tabou ici, je suis nature peinture, je pense à la mort. Personnellement, j'y ai été confrontée très jeune. J'ai perdu beaucoup de proches, j'ai déjà perdu, un parent, mon papa, il me reste plus qu'une grand-mère, j'ai vu plein d'oncles et tantes partir.
Enfin bref, j'ai été confrontée à la mort, tout au long de ma vie et en fait, j'ai pris conscience très, très vite que la mort peut arriver à n'importe quel instant. Parce que quand je te parle de certaines tantes qui sont mortes, je vais bientôt avoir leur âge, à ces tantes qui sont mortes. Donc voilà, donc la mort peut arriver à n'importe quel, moment et en fait, j'ai pas le temps de procrastiner. Je me dis que j'ai pas le temps d'attendre, ni les choses que je veux faire dans ma vie pro, ni les choses que je veux faire dans ma vie perso ne peuvent attendre. Donc en fait, je fais ce que je veux là, tout de suite, maintenant, même si j'ai peur, même si je doute de moi, même si je suis pas sûre d'y arriver, parce que en fait, je me dis: «Ça se trouve, je pourrais peut-être pas essayer plus tard» et ça, pour moi, c'est une plus grosse frustration et une plus grosse peur de ne pas faire ce que j'ai envie de faire parce que j'ai pas eu le temps que, le possible échec. C'est pas grave, je peux, me louper, je peux me louper. Au moins j'aurais tenté, au moins j'aurais pas de regrets, d'accord? La troisième chose qui m'aide à passer à l'action quand j'ai des peurs, quand j'ai des doutes et cetera, c'est de là je vais pas être gentille non plus, hein, c'est de voir plein de personnes médiocres réussir juste parce qu'elles osent. Quand je dis médiocre, je parle pas de personnes qui apprennent, hein, qui sont débutantes. Je parle pas de ça. Je parle des gens malhonnêtes, sans scrupules, qui ne maîtrisent pas leur sujet, mais qui le font croire à tout le monde. OK? Et qui vont arnaquer des gens. Ça, là, tu vois, ça réveille un truc en moi. Et je me dis, en fait, je peux pas laisser des guignols prendre toute la place sur le marché. C'est pas possible. Moi, je sais que j'ai un vrai truc à apporter, tu vois? J'ai des vrais résultats, j'ai une vraie relation avec mes clients, un vrai accompagnement, un suivi illimité même, parce que je les aime. C'est je les aime, mes clients, j'ai vraiment des c'est pas juste voilà, je les aime. J'ai quand j'ai pas de nouvelles d'eux depuis un moment, je m'inquiète, je vais leur écrire et cetera. Et en fait, je veux pas les lâcher. Et donc voilà, heu, ça fait partie des 3 choses. Donc pour résumer, tout ce que tu peux mettre en place pour surmonter tes peurs, tes doutes dès maintenant et passer à l'action. Tu peux choisir une action minuscule mais réelle, d'accord? L'idéal, c'est même que ton grand projet, que la chose que tu veuilles faire, tu le découpes dans les plus petites actions possibles. Chaque petite tâche, tu les notes. Et chaque petite tâche, petite chose à faire, c'est une action, d'accord? Et donc tu fais ces petites actions minuscules petit à petit. Un jour, tu fais la commande, de ton matériel pour faire de la pâtisserie. Le jour d'après, tu, les nettoies. Le jour d'encore après, tu vas tester ton matériel avec, je sais pas moi, de la farine que tu as achetée à de mauvaise qualité pour pas gâcher. Voilà, petit à petit, petit à petit. Et tu répètes plusieurs fois certaines petites actions. Tu peux noter ce qui te fait peur aussi, noter tes doutes, faire du journaling, et documenter un petit peu ce process. En plus, crois-moi, tu ne vas jamais regretter d'avoir documenté certaines choses parce que plus tard tu vas revenir dessus, tu vas le relire. Ça peut même être du contenu si jamais ton projet peut être partagé sur les réseaux. Ok? Tu ajustes le projet pour rendre le risque supportable à force d'avoir fait ces petites tâches. C'est beaucoup plus facile d'y aller petit à petit parce que tu peux corriger le tir en cours de route. Alors que si tu fais tout d'un coup, déjà en règle générale, tu procrastines plus longtemps, hein, quand tu as une énorme chose à faire d'un seul coup. Et en plus, c'est plus compliqué de réparer des erreurs. Ensuite, agis comme la personne que tu rêves d'être, ou comme ton personnage de fiction favori. Dis-toi que tu ne sais pas si tu pourras le faire plus tard. Et sois consciente que si toi tu ne le fais pas, peut-être que quelqu'un avec moins de talent que toi et moins d'éthique le fera très certainement. Ces mêmes méthodes fonctionnent que ce soit pour changer de métier, pour te lancer dans l'entrepreneuriat, pour reprendre des études, pour lancer un side project, parler en public, sortir d'une période de blocage quelconque, ok? La logique, c'est la même. Il faut que tu fasses en sorte de réduire la menace perçue par ton cerveau. D'accord? Que tu prennes conscience que si tu as peur, instinctivement, c'est pas de ta faute. C'est les mécanismes de ton cerveau qui fonctionnent comme ça. Il faut juste que tu aides ton cerveau à se rendre compte que c'est pas une menace. Il n'y a pas de risque. Ta vie n'est pas en péril. D'accord? Sauf si tu veux sauter à l'élastique ou faire du saut en parachute. Je suis désolée, hein, je vais pas être celle qui va te dire go, vas-y. Hein. Non, n'y va pas. Si t'as peur, c'est normal. Il y a un vrai risque pour ta vie.
Donc s'il te plaît, ne le fais pas. Je sais pas si tu vu la vidéo de la fille qui a fait du saut à l'élastique il y a pas longtemps. Les gars, ils ont oublié de l'attacher. Oui. Et ils l'ont jeté dans le vide. Voilà. Il y a des choses pour lesquelles c'est normal que ton cerveau perçoive un risque. Alors vraiment, j'admire les gens qui font des sports extrêmes comme ça, hein. Vraiment, à chaque fois, je me dis waouh. C'est comme les deux Skywalker là. Même ils ont fait leur demande en mariage en haut de l'Empire State Building. J'avais regardé le reportage sur eux sur Netflix. Je peux te dire que pendant tout le reportage, mon cerveau il était pas bien, hein. Mon cerveau était pas bien. J'avais une boule d'angoisse dans mon ventre parce que mon cerveau, ce qu'il voyait pour lui, c'était la mort. C'était ça. C'était mais là, ce qui se passe là, tu ne survis plus. Ouais, ouais. Moi jamais tu m'offres un saut en parachute ou un saut élastique, je ne le ferai pas. Vraiment. Et qu'on vienne pas me dire ouais, mais c'est comme ça qu'on sort de sa zone de confort. Non, je pense qu'il y a des limites. Voilà, donc je voulais juste te remettre un petit truc, faire un peu de prévention pour ta santé, pour ton bien-être, pour la santé mentale de tes parents, de tes enfants, de ton conjoint. Il y a certaines choses, si t'as peur, c'est normal. Ça peut être cool de les faire si t'en as vraiment envie parce que, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, pour revenir au fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, se lancer en tant que pâtissière, d'écrire un livre, je sais pas ce que tu as envie de faire comme projet dans ta vie, en vrai, il y a pas de risque là pour ta vie. Et donc là, il faut que tu aides ton cerveau à réduire le risque perçu. D'accord? Augmenter le sentiment de compétence en t'entraînant. Ah oui, tu vas rater, hein, tu vas en rater des choses dans le process, mais c'est totalement normal. Et transformer un objectif parfois qui te semble une montagne ou un petit peu flou, en toutes petites étapes faciles à réaliser. Ça paraît facile là quand je te le dis, mais vraiment ça l'est. Enfin, c'est pas si compliqué une fois que tu as compris le mécanisme, une fois que tu le mets en place, une fois que tu le répètes pour plusieurs choses, vraiment ça devient une habitude. Ça devient une habitude. J'espère que cet épisode t'aura plu. Avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu me dises pour quel projet tu veux vaincre tes peurs et tes blocages. Tu peux te confier dans les commentaires sur ma chaîne YouTube si jamais tu regardes cet épisode de podcast sur YouTube. Tu peux m'en parler sur Instagram si jamais la plateforme d'écoute de podcast que tu utilises ne te permet pas de mettre de commentaires. Mes DM Instagram sont toujours ouverts et ça me ferait vraiment plaisir de connaître tes projets. J'espère que toutes ces astuces pourront t'aider. Encore une fois, moi, ça m'aide beaucoup. Si jamais tu connais une personne que ça peut aider aussi d'écouter cet épisode ou de le regarder parce qu'elle est bloquée dans sa vie ou pour certains projets, n'hésite pas à lui partager. Vraiment, c'est aussi en partageant le podcast et en t'y abonnant que bah, tu vas m'aider à faire découvrir ces sujets. Surtout que, comme tu l'as vu, si jamais tu suis mes épisodes de podcast depuis un moment, j'ai vraiment décidé de faire ce que je veux. Et c'est-à-dire que quand je plonge dans un sujet, j'ai envie d'y aller à fond. J'ai pas envie de donner juste mon avis. J'ai envie de chercher de la documentation, des preuves scientifiques, parce que c'est comme ça que je fonctionne, en fait, moi, dans ma vie personnelle. Quand j'ai besoin d'avoir une info sur quelque chose, je me contente pas d'une vidéo ou d'un truc que je vois sur Internet. Je vais aller chercher dans des livres, je vais aller chercher dans des études scientifiques, dans des études sociologiques, etc. Et donc, en fait, je me suis dit, pourquoi je ne le fais pas dans mes épisodes? Je l'ai déjà fait parfois, certainement, mais pas systématiquement. Là, j'ai vraiment envie que quand j'aborde un sujet, j'y vais à fond, surtout que là, dans un contenu format long, ça s'y prête quand même plutôt bien, je trouve. Voilà, donc merci pour ton écoute. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, surtout, prends bien soin de toi.